Droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Vous savez, les qualités d'un bon chroniqueur, c'est d'être réactif, avoir de la souplesse et être allumé sur les différents sujets. Et il coche toutes ces qualités parce qu'on a décidé de changer de plan dans le courant des dernières minutes du plan initial. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, à côté souplesse, si on parle de physique, c'est discutable. Hein? Non, je parle intellectuel, bien sûr, ce matin. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur. On va commencer avec ce qui a fait l'actualité politique hier. François Legault qui affirme ne pas exclure la possibilité de tenir un référendum sectoriel sur les politiques d'immigration si jamais les négociations avec le gouvernement fédéral sur cet enjeu n'aboutissent pas. Est-ce que ça a une valeur? Si jamais, que ce scénario, on demeure dans l'hypothétique, là, est-ce qu'un référendum pourrait avoir un plan, du poids sur le plan légal, juridique ou même constitutionnel sur la question de l'immigration? La réponse, c'est non, en fait. Une moitié de oui puis une moitié de non, je m'explique. Un référendum au Canada a une valeur simplement persuasive, hein? C'est une valeur d'influence, une valeur consultative. Et il n'y a pas d'obligation de résultat à ce niveau-là. En d'autres termes, on pourrait tenir n'importe quel référendum et ce serait possible qu'il n'y ait pas de conséquences directes. Par exemple, tu te souviendras, le référendum de Charlottetown en 92, si même le référendum le oui avait passé, mais qu'une forte majorité du Québec l'avait refusé, que le Canada, en fait, Ottawa n'aurait pas été obligé d'aller de l'avant. Donc, c'est consultatif. Si tu te souviens aussi, il y a le renvoi sur la sécession du Québec en 98. C'est ce même renvoi-là qui a statué un peu ce que je viens de dire, mais ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'un référendum est consultatif et rien d'autre. Par contre, la Cour, et de là mon mi-oui, mi-non, la Cour a monté la barre un peu, si je peux dire ça comme ça, en disant que s'il y avait un vote au Québec en faveur de l'indépendance du Québec au suite d'une question claire, majorité claire et tout, à ce moment-là, tant Québec qu'Ottawa auront l'obligation constitutionnelle de négocier de bonne foi. Donc, ici encore, il n'y a pas de résultat comme tel, mais il y a une obligation de négocier ceci, je le répète, en toute bonne foi. Maintenant, la question qui se poserait, c'est qu'est-ce que la Cour nous a dit en 98? Est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres secteurs que la souveraineté, par exemple l'immigration? Ça, la réponse n'est pas claire encore. Certains disent oui, certains disent non. Moi, je suis plus du côté du oui. Je pense qu'on pourrait étirer cet élastique-là de la décision de 98. Et pour donc répondre à ta question, référendum sur l'immigration demain matin, au Québec, le oui passe à 78 %, c'est-à-dire oui, on veut que Québec rapatrie tous ses pouvoirs en matière constitutionnelle. Québec et Ottawa auraient donc l'obligation de négocier de bonne foi, de s'asseoir à la table et d'y aller justement, avec le plus beau sourire et sans aucune malice ou machiavélisme. Mais ceci dit, encore là, il n'y a rien qui l'oblige que ceci va fonctionner. Hein. Ça pourrait achopper pour toutes sortes de raisons. Et dans ce cas précis, là, le gouvernement Legault serait joyeusement dans le trouble parce qu'il est obligé de retourner à l'Assemblée nationale puis dire, ben oui, on a un référendum à 78 %, puis Ottawa nous a dit non, là, on ne sait plus trop quoi faire. Là, imagine le PQ se gâter pendant des mois et des mois en disant, ben voici votre posture, c'est une posture de quêteux, on a un référendum méga gagnant, vous êtes même incapable de faire aucun gain là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de François Legault? Il y a la chronique de Paul Journet ce matin où il n'y croit pas vraiment. Est-ce que c'est de la bonne façon de faire pour justement mettre de la pression dans leur négociation avec Ottawa sur la question de l'immigration? Moi, je pense pas. Parce que même si comment je dirais ça? Si tu perds ce référendum-là, ce serait quand même surprenant, là. Si tu le catastrophe, puis si tu le gagnes, ben ça prend deux pour danser le tango, hein. Donc, peut-être que Trudeau négocierait de bonne foi, et ça, c'est si on part du fait que ma prémisse est bonne, là. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de négocier de bonne foi, même en matière d'immigration, ce qui est, comme je l'expliquais, qui n'est pas sûr encore. Mais si tel était le cas, ça peut arriver dans la vie que tu négocies de bonne foi et que tu n'arrives à rien. Ça se peut, ça. Auquel cas, tu fais quoi si tu t'appelles François Legault? Parce que la posture de Legault, maintenant, c'est d'être fédéraliste, coûte que coûte. Autonomiste, mais fédéraliste, coûte que coûte. Il n'y a pas de projet d'indépendance. Lui-même, au contraire, il tape sur la tête de Plamondon en disant « Vous voulez l'indépendance, les Québécois en veulent pas, blablabla. » Alors là, de ce fait-là, par la force des choses, Legault serait joyeusement coincé. Et franchement, je serais pas surpris, moi, que c'est ce qui arrive
justement, parce que aller rapatrier des pouvoirs unilatéralement, je pense pas, moi, qu'Ottawa va ouvrir les goussets en disant, OK, vas-y, allez-y, servez-vous, parce que s'il fait ça pour Québec, il va être obligé de le faire pour l'Alberta, paquet d'affaires, pour la Saskatchewan, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne crois pas que le Ottawa accepterait d'aller jouer dans ces plates-bandes-là. Dernière chose là-dessus, cette décision de 1998, c'est celle qui avait été pilotée, donc, ce projet par Stéphane Dion, c'est bien ça? Ben, en fait, par Alan Rock, qui était ministre de la Justice, puis Stéphane Dion aussi. On oublie Rock, là, parce qu'effectivement, c'était Dion qui était la figure du plan B, là, comme on l'appelait. Mais c'était le procureur général du Canada qui avait initié les 3 questions à la Cour suprême, c'est-à-dire, est-ce que le Québec peut faire sécession unilatéralement en droit interne canadien, 1 en droit international, 2, puis s'il y avait un conflit entre le droit international et le droit interne, lequel des deux aurait préséance. Et la Cour suprême n'avait pas répondu à la 3e question, mais avait dit non, le Québec ne peut pas faire sécession unilatéralement, ni en droit interne canadien, ni en droit international. Par contre, le Québec peut faire sécession en autant que ça se fasse dans le cadre des formules d'amendement du Canada. Et donc, il y aura une obligation de négocier de bonne foi de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire pas juste du côté d'Ottawa, mais aussi du côté de Québec. Et puis, en d'autres termes, jasez-vous, entendez-vous, puis la Cour a dit après ça, chalez-moi plus. Bon, on va poursuivre cette chronique de bonne foi, je l'espère, Frédéric Bérard. On va rester à Québec. Le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, qui n'avait pas l'appui de ses fonctionnaires pour éviter à Northvolt un examen du BAP pour son usine. C'est ce qu'on apprenait dans un reportage de Thomas Gerbet hier sur le site de Radio-Canada. En fait, il y a un rapport interne qui révèle que les employés du ministère recommandaient l'examen complet au nom du principe de précaution. Es-tu surpris de ces informations, de ces détails dans ce dossier? On parlait de bonne foi, hein? C'est quand même un bon contre-exemple. Ben, je sais pas, moi, j'ai jamais cru, en fait, justement, à la bonne foi de Benoît Charette en matière environnementale. Ce gars-là a beaucoup plus l'air d'être le porteur de valise de Pierre Fitzgibbon là, pour faciliter la création de projets économiques. Comme ça a déjà été le cas aussi avant, hein, c'est pas seulement la faute de Charette. Je posais la question, qui est ou quelle est la dernière ministre de l'Environnement qui a marqué les esprits au Québec? Franchement, moi, j'ai aucun nom qui me vient en tête. Pourquoi? Ben parce que souvent, c'est ça, c'est pour faciliter un peu les processus, puis on sert de vernis, tout comme Stephen Guilbeault sert de vernis à Justin Trudeau à Ottawa, là, c'est franchement pas mieux. Donc voilà. Et là, ce qui est problématique, c'est qu'on comprend que la science dit au ministre Charette, vous ne pouvez pas faire ça comme ça, ce n'est pas profitable, ce n'est pas une bonne idée. Et le ministre, évidemment, fait à sa tête, et on comprend bien que ça ne vient pas de lui, mais plutôt du bureau du premier ministre Legault, ou encore à tout le moins celui de Pierre Fitzgibbon. On va terminer notre chronique avec un tour dans le sud des États-Unis. La Cour suprême de l'Arizona qui a estimé mardi qu'une loi de 1864 qui interdit la quasi-totalité des avortements, eh bien cette loi maintenant serait applicable. La loi interdit tout avortement dès le moment de la conception, sauf si la vie de la mère est en danger. Et ce qui veut dire que le viol ou l'inceste ne sont pas considérés comme des exceptions valables. C'est pas la première fois qu'on parle de questions d'avortement aux États-Unis. Comment tu as reçu cette nouvelle de ce qui s'est passé là-bas? Ben moi, je comprends pas la surprise des gens actuellement. Là. C'est sûr et certain que ça s'en allait là. Avec le renversement de Roe contre Wade, hein, qui était la décision fondamentale qui permettait le droit à l'avortement. On sait que Trump avait clairement annoncé qu'il ferait renverser cette décision-là. Et comment il a fait ça? En nommant 3 juges ultra anti-avortement à la Cour suprême. La Cour suprême, donc, par la suite, a renversé effectivement Roe contre Wade en disant ceci: on laisse aux États le soin de faire ce qu'ils souhaitent en matière de droit à l'avortement, sachant très bien qu'il y a une partie d'entre eux qui allait faire justement ce qu'ils sont en train de faire. Au moment où on se parle, l'Arizona, Frédéric, n'est même pas l'État qui va le plus loin là, en de lutte à l'avortement. Il y en a 14 autres qui ont des prohibitions complètes et totales, c'est-à-dire que même les trucs de santé de la femme, dans certains cas, sont exclus. Alors voilà où nous en sommes. Puis sur les 14, s'en ajoutent d'autres où il y a des conditions, puis bon, c'est un petit peu moins drastique comme tel, mais ça constitue quand même un recul clair et net versus la période pré-Roe contre Wade. En d'autres termes, c'est une catastrophe. Les droits fondamentaux s'en vont dans le drain, passe-moi l'expression. Et puis là, il y a des discussions dans plusieurs États, notamment la Caroline du Sud actuellement, sur qu'est-ce qu'on fait côté sanctions. Il y a un projet de loi en Caroline du Sud qui circule à l'Assemblée législative visant à appliquer la peine de mort à une femme qui se ferait avorter.
En 2024. En Ohio, oui, absolument. Puis en Ohio, actuellement, il y a une femme qui a des accusations criminelles contre elle pour avoir prétendument profané un cadavre. Et les faits sont les suivants. La pauvre dame a fait une fausse couche dans sa salle de bain. Alors, les États-Unis sont en train de péter les plombs. C'est déjà commencé depuis belle lurette maintenant, mais en matière de droits fondamentaux, ça revient toujours à ce que je te dis, mais systématiquement, tu commences à violer l'état de droit. Au début, tout le monde trouve ça comique, c'est pas grave, c'est jamais c'est une minorité, on s'en fout. Tu sais quand ça commence, mais tu sais très rarement quand ça arrête. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur pour C'est jamais pareil. Merci beaucoup. Très souple. À bientôt. Au revoir. On bâtit l'émission autour de nos auditeurs avec les sujets qui les intéressent, les questions qui les interpellent.